Il existe des moments dans l'existence où le monde semble ralentir, où le bruit ambiant se retire comme une marée et laisse apparaître quelque chose de plus ancien, de plus silencieux. Ces instants ne s'annoncent jamais, ils surgissent dans l'ordinaire d'une journée, entre deux respirations, entre deux pensées. Certains les nomment intuition, d'autres les appellent coïncidence, mais tous reconnaissent cette sensation étrange d'être soudainement plus présent à soi-même, comme si une porte intérieure s'entr'ouvrait. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette impression de vous tenir à la frontière entre ce qui était et ce qui pourrait être, sans savoir exactement ce qui provoque cette tension subtile dans la poitrine. Le temps ne s'arrête pas vraiment, mais il semble changer de texture, devenir plus dense, plus significatif. Dans ces moments-là, chaque détail prend une importance particulière, chaque regard croisé, chaque silence, chaque hésitation. C'est comme si l'existence elle-même murmurait quelque chose d'essentiel, une langue que nous avons oubliée mais que notre corps comprend encore. Nous vivons souvent en anticipant le prochain instant, en planifiant le lendemain, en rejouant hier, et pourtant il arrive que le présent nous rattrape avec une force inattendue, nous obligeant à nous arrêter, à écouter, à simplement être là. Que se passe-t-il dans ces interstices du quotidien où nous devenons subitement conscients de notre propre présence au monde, de notre fragilité, de notre capacité à choisir, même quand nous croyons que tout est déjà tracé? L'être humain vit entouré de signes qu'il ne remarque pas toujours, des répétitions dans les rencontres, des synchronicités dans les événements, des échos dans les conversations qui semblent répondre à des questions jamais formulées à voix haute. Ces phénomènes traversent nos vies comme des fils invisibles qui relient des moments apparemment sans lien, créant une trame dont nous ne percevons que des fragments. Parfois, une chanson entendue par hasard résonne exactement avec un état d'âme indicible, ou un mot lu dans un livre semble avoir été écrit spécialement pour ce jour précis, pour cette confusion particulière. Il ne s'agit pas de mystique ni de superstition, mais plutôt d'une attention portée à la manière dont notre conscience interagit avec son environnement, comment elle cherche du sens, construit des ponts, établit des correspondances. La psyché humaine possède cette faculté remarquable de reconnaître des patterns, de tisser des récits, de donner forme au chaos apparent de l'expérience. Nous sommes tous des conteurs, des créateurs de sens, des architectes de notre propre compréhension. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons conscience de ce processus, lorsque nous observons notre propre manière de donner du sens? Une distance s'installe, une lucidité particulière qui n'enlève rien à la beauté de l'expérience mais qui la nuance, la rend plus complexe, plus riche. C'est dans cet espace de conscience réflexive que quelque chose de nouveau peut émerger, une manière différente de se rapporter à soi-même et au monde. Les relations que nous entretenons avec les autres sont peut-être les terrains les plus fertiles pour observer cette dynamique, car chaque personne que nous rencontrons agit comme un miroir déformant qui nous renvoie une image de nous-mêmes que nous ne pouvions pas voir seuls. Dans le regard d'autrui, nous découvrons des aspects ignorés de notre caractère, des potentiels non explorés, des peurs cachées. Ces révélations ne sont pas toujours confortables. Elles dérangent parfois les certitudes que nous avions construites sur notre identité. Elles questionnent les histoires que nous nous racontons sur qui nous sommes. Le passage du temps est l'une des expériences les plus universelles et pourtant les plus mystérieuses de l'existence humaine. Nous le mesurons avec des horloges et des calendriers, nous le découpons en secondes et en années, mais sa nature profonde nous échappe constamment. Un instant peut sembler durer une éternité quand nous souffrons, tandis que des années peuvent s'écouler comme un souffle quand nous sommes absorbés dans ce qui nous passionne. Cette élasticité subjective du temps révèle quelque chose d'essentiel sur notre condition, à savoir que nous ne vivons pas dans un temps objectif et uniforme, mais dans des temporalités multiples, des rythmes intérieurs qui se superposent, se contredisent, s'harmonisent. La mémoire joue avec ces durées, les étire ou les comprime selon des logiques qui lui sont propres, transformant certains événements mineurs en souvenirs indélébiles tandis que des périodes entières s'effacent dans le brouillard de l'oubli. Que reste-t-il vraiment d'une vie, sinon ces fragments épars que la conscience a jugés dignes d'être conservés, pour des raisons qui restent souvent obscures? Il y a quelque chose d'à la fois rassurant et troublant dans cette sélectivité de la mémoire, car elle suggère que nous ne sommes pas les observateurs neutres de notre propre histoire, mais ses éditeurs actifs, ses réinterprètes constants. Chaque fois que nous nous souvenons, nous réécrivons un peu, nous modifions subtilement le récit, nous l'adaptons à qui nous sommes devenus. Cette plasticité est à la fois notre vulnérabilité et notre force, car elle nous permet de nous transformer, de nous libérer de versions antérieures de nous-mêmes qui ne nous servent plus, mais elle nous expose aussi à l'illusion, à la construction de fictions personnelles qui peuvent nous éloigner de ce qui est réellement arrivé. Comment naviguer entre ces deux écueils, entre la rigidité d'une mémoire fossilisée et la dissolution d'une identité sans ancrage? Peut-être en cultivant une forme de présence attentive qui reconnaît la nature construite de nos souvenirs tout en honorant leur importance émotionnelle et psychologique. Les choix que nous faisons, petits et grands,
dessinent progressivement les contours de nos existences, même si nous ne percevons pas toujours leur portée au moment où nous les effectuons. Choisir, c'est toujours renoncer à d'autres possibles, accepter que certains chemins resteront inexplorés, que certaines versions de nous-mêmes ne verront jamais le jour. Cette dimension mélancolique du choix est rarement évoquée dans une culture qui valorise la décision, l'action, la détermination. Pourtant, chaque oui contient implicitement une multitude de non. Chaque engagement est aussi un abandon. Chaque direction prise laisse derrière elle un éventail de directions délaissées. Vivre pleinement, ce n'est pas nécessairement maximiser ses options ou garder toutes les portes ouvertes, mais plutôt apprendre à habiter pleinement les choix effectués tout en reconnaissant leur caractère nécessairement incomplet, provisoire, révisable. Il existe une forme de sagesse dans l'acceptation de cette limitation fondamentale. Une paix qui vient de la reconnaissance que nous ne pourrons jamais tout expérimenter, tout comprendre, tout devenir. Cette acceptation n'est pas une résignation mais une lucidité, une maturité qui permet paradoxalement d'investir plus profondément dans ce que nous choisissons réellement de vivre. Les regrets surgissent souvent de cette difficulté à faire le deuil des vies non vécues, des identités alternatives qui hantent notre imagination. Mais que serait une existence sans ces ombres, sans ces fantômes de possibles qui donnent de la profondeur et du relief à ce qui est effectivement advenu? La conscience de soi n'est pas un état stable que l'on atteindrait une fois pour toutes, mais un processus dynamique, une exploration continue qui se déploie tout au long de l'existence. Nous ne nous connaissons jamais complètement, et c'est peut-être heureux ainsi, car cette opacité partielle maintient une ouverture, une curiosité envers soi-même qui empêche la pétrification. Chaque phase de la vie révèle de nouvelles facettes, fait émerger des aspects de notre personnalité qui étaient restés en sommeil, confronte à des défis qui testent des ressources insoupçonnées. L'identité n'est pas une essence fixe mais un devenir, une narration en cours d'écriture dont nous sommes simultanément les auteurs et les protagonistes, les lecteurs et les critiques. Les relations humaines tissent la trame même de notre existence, donnant forme et substance à ce qui resterait autrement abstrait et désincarné. C'est à travers l'autre que nous apprenons qui nous sommes, non pas parce que l'autre nous définit, mais parce qu'il nous offre un contexte, une résistance, une altérité contre laquelle notre propre singularité peut se révéler. L'amour, l'amitié, les liens familiaux, les rencontres fortuites, tous ces moments de connexion avec autrui créent des espaces où quelque chose de nouveau peut surgir, quelque chose qui n'existait ni en nous ni en l'autre avant cette rencontre. Il y a une magie discrète dans ces émergences, dans ces alchimies interpersonnelles qui transforment les individus qui s'y engagent. Mais ces relations portent aussi leur lot de malentendus, de projections, de blessures involontaires, car nous ne percevons jamais l'autre tel qu'il est réellement, mais toujours à travers les filtres de nos propres histoires, nos besoins, nos peurs. Cette distorsion inévitable est source de nombreux conflits, mais elle est aussi ce qui rend les relations humaines si riches, si complexes, si dignes d'attention. Apprendre à distinguer ce qui appartient à l'autre de ce qui appartient à notre propre projection, c'est un travail de toute une vie, une pratique d'honnêteté et d'humilité qui ne connaît pas vraiment de fin. Les moments de véritable rencontre, ceux où les masques tombent momentanément et où deux consciences se touchent dans leur vulnérabilité partagée, sont peut-être parmi les expériences les plus précieuses que l'existence puisse offrir. Ils ne durent jamais très longtemps, ces instants de transparence, car la peur revient rapidement, les défenses se reconstituent, les rôles habituels se réinstallent. Mais leurs souvenirs persistent, témoignant de la possibilité d'une authenticité relationnelle qui transcende les jeux sociaux ordinaires. Dans le silence qui suit parfois les conversations importantes, dans l'espace qui se crée entre deux êtres qui ont osé se montrer sans phare, quelque chose de sacré affleure, quelque chose qui ne peut pas être nommé sans être aussitôt réduit, mais qui transforme néanmoins ceux qui l'ont effleuré. Il y a dans la contemplation de l'existence quelque chose qui apaise, non pas parce qu'elle apporte des réponses définitives aux questions que nous portons, mais précisément parce qu'elle nous habitue à vivre avec l'incertitude, avec le mystère, avec l'inconnaissable qui entoure et pénètre chaque aspect de nos vies. Cette acceptation du non-savoir n'est pas une défaite intellectuelle mais une ouverture, un élargissement de la conscience qui fait de la place pour ce qui ne rentre pas dans nos catégories habituelles, pour ce qui excède nos explications, pour ce qui échappe à notre besoin de contrôle. Le calme qui vient de cette acceptation n'est pas une passivité mais une force tranquille, une capacité à demeurer présent même dans l'inconfort, même dans l'ambiguïté, même quand les repères habituels vacillent. Les grandes traditions contemplatives de l'humanité ont tout exploré, chacune à leur manière, cet espace de présence non réactive où l'on peut observer les mouvements de sa propre conscience sans s'identifier immédiatement à eux, sans être emporté par chaque vague émotionnelle ou chaque pensée qui traverse l'esprit. Cette capacité d'observation intérieure n'est pas innée, elle se cultive avec patience, avec bienveillance envers soi-même, avec la reconnaissance que chaque moment d'attention véritable est déjà une victoire contre l'automatisme et la dispersion.
Nous vivons dans un monde qui sollicite constamment notre attention, qui fragmente notre conscience en 1000 directions, qui valorise la réactivité immédiate au détriment de la réflexion posée. Résister à cette dispersion n'est pas un geste de rejet du monde, mais un acte de préservation de notre intériorité, de notre capacité à donner sens et profondeur à notre expérience. Dans le recul que procure la contemplation, les événements de nos vies apparaissent sous un jour différent, moins dramatique peut-être, mais plus riche de significations multiples, plus ouvert à des interprétations variées. Ce qui semblait être un échec révèle ses dimensions d'apprentissage, ce qui paraissait être une perte montre ses aspects de libération, ce qui se présentait comme un détour s'avère avoir été un chemin nécessaire. Cette réévaluation constante n'est pas un révisionnisme qui nierait la douleur ou la difficulté de certaines expériences, mais une reconnaissance de la complexité irréductible de l'existence humaine, qui ne se laisse jamais totalement capturer par une seule perspective, une seule narration, une seule vérité. Peut-être que la sagesse, si un tel mot a encore un sens, réside précisément dans cette capacité à tenir ensemble les paradoxes, à accepter que des vérités apparemment contradictoires puissent coexister, à résister à la tentation de la simplification excessive. L'eau qui coule ne cherche pas son chemin, elle le trouve en s'adaptant continuellement aux obstacles et aux opportunités du terrain, en épousant les formes qui se présentent sans perdre pour autant sa nature liquide, sa capacité à s'écouler. Il y a dans cette image quelque chose qui parle à notre condition, une invitation à cultiver simultanément la souplesse et la constance, l'adaptation et la fidélité à soi-même, le changement et la continuité.